comme j'ai toujours dit, hein, même dans les articles que j'ai eu à écrire moi-même, c'est une plateforme dont le code source est ouvert. Et l'idée ici, c'est de pouvoir, dans un premier temps, permettre à tous ceux qui veulent participer de participer, mais aussi de pouvoir partager l'ensemble des bonnes pratiques que j'ai mis appliquer sur ce projet avec le maximum de personnes possible, quoi. Voilà. Donc là, ce sont les deux objectifs. Euh, Maintenant, ça va dépendre de chacun, il n'y a aucun engagement. Il faut juste essayer, voilà, de respecter les guidelines qui sont définis. Concernant l'architecture du projet, donc c'est un projet qui s'appuie totalement sur le domain driven design et sur une architecture hexagonale où j'ai un peu fait des choses extrêmes parce que c'est un peu mon terrain de jeu. Voilà, j'essaye de tester au maximum étant donné que j'ai aucune contrainte. Et on s'appuie sur l'architecture hexagonale et au cœur, effectivement, il n'y a que du code Java et ce n'est qu'à l'extérieur qu'on va retrouver des librairies, Spring, etc. et plein d'autres choses. Donc du coup, je vais te présenter, bon, déjà, pour pouvoir commencer à travailler sur le code, comme tu t'en doutes forcément, il va falloir que tu fasses un fork, tu vois. Il va falloir que tu fasses un fork et tu vas créer une branche à partir de la branche main. Tu vas travailler sur la feature sur laquelle tu souhaites travailler et par la suite, tu pourras faire une pull request et on fera une code review pour voir si on peut embarquer cela ou pas. Et une fois qu'on aura embarqué cela, ça sera tout, quoi. Donc c'est pas plus complexe que ça. Tu vois. C'est vraiment ça le truc. Donc là, je vais te présenter le code directement dans mon IDE. Ça sera beaucoup plus compréhensible. Donc à la base, c'est un projet Maven. Et dans les packages, si tu as parcouru un tout petit peu la partie code du cours, tu comprendras beaucoup plus rapidement, mais sinon c'est pas grave. Donc dans les packages, tu vois, il y a très bien deux couches qui se séparent dès la racine. Il y a la partie domaine, la partie infra. Tu vois. Dans la partie domaine, tu as tout ce qui est code métier, qui est réparti justement par métier ici. Donc il y a une partie vraiment métier fonctionnel, mais il y aura des parties qui sont un peu propres au métier technique. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir une couche domaine qui ne contienne que les éléments du métier. Il y aura des choses qui sont propres un peu à la technique, mais ça sera toujours du Java. Et il y a la partie infra qui ici contient uniquement la partie providers, c'est-à-dire tout ce qu'on a défini à ce niveau sera donc implémenté à ce niveau-là. Donc on va pas rentrer beaucoup trop en profondeur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque dossier ici, tu auras dans les use cases à ce niveau qui vont représenter via leur nom. Hein, les use cases, c'est que quand tu rentres, même une personne qui comprend pas en fait, qui comprend rien au code, si on lui présente ceci, il va comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Sur un article, on a des use cases, on peut ajouter des réactions, éditer un tag, trouver un article, initier un article, etc. Ça c'est assez compréhensible, ça sont les use cases, ce n'est que du code métier. Et là, les use cases forcément, ils vont s'appuyer sur des providers, et ces providers-là, ce sont donc des interfaces qui seront implémentées dans la couche infra. Je pense que jusque-là, c'est bon pour toi. Voilà. Et forcément, on aura aussi une partie modèle qui va comprendre le modèle de la partie article. Que ce soit article ou cours, surtout article et cours, ça sera cette structure-là, de façon générale. Pareil pour la partie paiement, on aura la même structure, et pareil pour la partie user. Et dans la couche infra, dans la couche infra, on a, étant donné qu'il s'agit de l'extérieur de l'hexagone, l'extérieur de l'hexagone, c'est un cercle, c'est pas uniquement l'après-service, dans le sens de entrée, service et base de données, c'est pas uniquement dans le sens l'après-service, mais c'est aussi dans le sens avant-service. Ce que je veux dire, c'est que à l'avant du service, on peut avoir des endpoints, c'est-à-dire des API REST, qui font partie de l'extérieur de l'hexagone, parce que ça, c'est du technique, tu vois. Et après la couche service, c'est-à-dire la couche métier, on aura peut-être la partie sortie, qui représente la sortie peut-être dans une base de données, ou alors la sortie en faisant appel à notre service, etc. Donc ici, dans la couche infra, tu auras donc la partie entry points, et pour le moment, le seul entry point qu'on a, ce sont des endpoints d'API REST. On pourra avoir des entry points où on écoute peut-être à une queue, tu vois, mais pour le moment, c'est uniquement REST. Donc tout ce qui sera ici va constituer nos endpoints REST, c'est-à-dire nos contrôleurs. Et la partie provider, c'est tout simplement l'implémentation des points de sortie que nous avons. On peut avoir un point de sortie en API, par exemple, on va faire des appels d'API à GitHub, à OVH, à Stack Overflow, à Stripe, à Vimeo. On peut avoir des sorties en base de données, donc pour sauvegarder des éléments par rapport aux bases de données, et c'est à ce niveau que Spring Data GPA va intervenir. On peut avoir, alors, quoi d'autre en sortie, tac, tac. On peut avoir des sorties en notification, donc on veut faire des notifications, envoyer des mails.
etc. Et on peut avoir d'autres éléments qui représentent toujours des sorties, ou alors que j'ai préféré mettre dans la catégorie sortie, puisque voilà, ça rentrait pas, du moins c'était la meilleure catégorie dans laquelle ça pouvait rentrer. Et dans la partie security, j'ai pas voulu le mettre dans les providers parce que c'est un concept technique, mais c'est vraiment un cross concept, c'est-à-dire que ça traverse presque toutes les couches, mais ça reste un concept très technique. Donc c'est pas en entrée ou en sortie. On a de la technique de façon sécurité, on a de la sécurité de façon technique en entrée au niveau des appels REST, mais on peut aussi avoir de la sécurité en sortie lorsqu'on veut peut-être envoyer une notification, etc. Donc c'est pourquoi j'ai préféré le mettre tout simplement dans un package security. Ouais. Le plus important, en fait, quand tu fais de l'archi hexagonal, c'est de respecter la séparation des couches. Maintenant, que dans la couche technique, tu mettes Provider Security Entry Point, ou alors que tu mettes tout simplement dans Provider, ça dépend vraiment de la granularité que tu souhaites donner à ton projet, tu vois. Voilà. Et enfin, j'ai un petit package utils où voilà, j'ai des fonctions que je savais pas où mettre, que je réutilise un peu partout. Voilà, donc ça se résume un peu à ça. Et voilà, c'est une application Spring Boot, donc on a la classe qui démarre l'application Spring Boot. Alors pour l'historique, on avait commencé par le blog. Donc j'avais commencé par le blog. Je l'avais appelé blog, mais aujourd'hui ce n'est plus uniquement un blog, c'est aussi une plateforme de montée en compétences. Donc on pensera plus tard à renommer le projet en Zero Filter Application tout court. Je vais déjà dérouler les tests. Donc pareil pour les tests, on est en mode Test Driven Development et on fait vraiment l'effort d'être dans cette optique-là, surtout quand il s'agit de la mise en place de la couche métier. Donc s'il y a une fonctionnalité à mettre en place, le mieux ce serait de commencer par le test pour s'assurer que voilà, tu ne vas pas casser quelque chose, mais surtout pour pouvoir écrire la fonctionnalité de la meilleure des façons. Voilà, donc pour les tests, forcément, tu auras le temps de voir un peu à quoi ressemblent les tests, mais voilà, on a vraiment pris le temps de faire des choses comme il faut, quoi. J'ai un peu essayé, tu verras, voilà, là j'ai des doubles. Je sais pas si tu connais un peu la notion de test doubles. Ouais, en fait, ce sont des tests où on n'utilise pas Mockito, c'est-à-dire au lieu de demander à Mockito d'aller moquer un comportement, on va simplement créer un double de la classe que l'on souhaite utiliser. Donc, au lieu de s'appuyer sur la classe en elle-même plus Mockito, on crée le double, et dans le double, on définit le comportement de la méthode en j'ai pas trop accroché, peut-être je le fais mal, j'ai pas la science infuse, mais bon, ça me prenait beaucoup plus de temps et je voyais pas vraiment quels étaient les avantages dans le contexte du projet Zero Filtre, donc c'est pourquoi j'ai préféré ne plus aller dans ce sens. Donc voilà, ne t'inspire pas trop de tout ce qui est double, ça mets en place des tests unitaires avec Mockito comme tu sais le faire, tu vois. Voilà. Voilà. Donc ça c'était la partie code source. Maintenant, pour la partie configuration dans les ressources, on a une gestion de l'internationalisation qu'on n'a pas encore activée, mais tous les messages sont bel et bien internationalisés. Donc pour le moment, on ne fait que du français, mais il suffira d'ajouter un fichier de message en anglais et on aura la traduction en anglais et on pourra activer. Mais pour le moment, on ne fait que du français. Et voilà, on continue dans ce sens, de telle sorte que le jour où on voudra rajouter l'anglais, voilà, qu'on n'ait pas à faire un refactoring complet, qu'on rajoute juste un fichier et que le truc soit fait. Et bon, pour la configuration ici, là, donc classique, on a un fichier application.yaml. Donc application.yaml, ça c'est ce qui va tourner avec le profil par défaut. Et application Kubernetes, c'est le fichier qui va tourner que ce soit en dev, en UAT ou en prod. Et tous ces éléments, ces variables-ci seront donc injectées lors du démarrage de l'application via le Vault sur Kubernetes. Bon, pour les secrets, donc en tout cas, ça sera injecté soit via les secrets, soit via les config maps sur Kubernetes. Enfin, mais si tu veux tester en local, tu peux tout simplement modifier une valeur à ce niveau pour pouvoir lancer en local. Mais tout ce qui peut être externalisé, il faut l'externaliser. De telle sorte que le jour où on veut changer le comportement de l'application, qu'on puisse modifier tout simplement soit un secret dans notre Vault, soit une config map dans le cluster Kubernetes, et que l'application puisse changer de comportement sans qu'on ait besoin de recompiler et de déployer. Donc, bien sûr, c'est une application qui est dockerisée. Aujourd'hui, on fait plus du Jenkins, on faisait du Jenkins à l'époque. Je laisse tout de même le fichier Jenkins file traîner parce que voilà, de temps en temps, ça peut nous aider, mais on n'utilise plus Jenkins, on utilise GitHub Actions pour pouvoir faire ce qu'il faut. Et voilà, normalement, je pense que c'est tout. Et là, dans le dossier K-Vitesse, on a la description de notre microservice avec le déploiement, l'ingress et le service. Voilà. Et là, c'est notre GitHub Action. Donc ça, c'est le pipeline GitHub qui va se lancer chaque fois que tu vas pousser. Bon, il y a de fortes chances que, vu que toi, tu vas juste cloner, tu vas forker le projet, tu n'auras pas accès à un ensemble de choses parce que tu les as pas dans ton projet.
à toi, parce que quand tu forques, en fait, tu le forques dans ton compte GitHub, tu vois, tu le forques pas dans le compte GitHub de Zero Field. Voilà, voilà. Donc, tout ce dont tu as besoin pour commencer à développer, c'est ce lien, déjà. Donc, je vais te passer là dans le chat de la conférence. Et je pense que ça sera tout.